Bien, bonjour et bienvenue à tous. C'est quand même agréable de retrouver la chaleur de cette amphi Navarre quand il fait très froid et surtout quand on ne sait pas trop ce qui nous pend au nez pour la suite. Donc profitons-en pendant qu'il en est encore temps. Alors, la semaine dernière, nous remettions en mémoire quelques vérités premières. Nous relisions à cette occasion quelques sources textuelles de l'Antiquité chinoise qui sont autant d'avertissements contre la tentation d'hubris et contre un excès de confiance en soi. Alors la meilleure preuve, comme disait Paul Valéry dans La crise de l'esprit, nous la trouvons dans les journaux, c'est-à-dire nous la trouvons dans les faits que nous vivons et que nous observons au quotidien. Puisque depuis quelques jours, alors que nous pensions être venus à bout du virus, nous voyons monter en flèche la menace d'un nouveau variant qui semble encore plus dangereux du Covid-19. Ce Covid-19 qui nous a déjà bien pourri la vie depuis 2 ans et que nous avons cru un peu trop vite derrière nous. On a pris l'habitude de parler du monde d'après et en fait là on est renvoyé au monde d'avant. Bon. Alors ça c'est la preuve que le virus lui évolue encore plus vite que toutes nos anticipations et qu'il a toujours, semble-t-il, une longueur d'avance sur toutes nos stratégies. Donc on a cette évolution de quelque chose qu'on aimerait bien pouvoir juguler. Et alors, à l'inverse, alors que les accents triomphalistes du discours officiel chinois pourraient nous faire croire que la Chine est au sommet de sa puissance, et évidemment les médias du monde entier ne se privent pas de relayer ce message, la société chinoise, elle, montre au contraire des signes d'involution. En chinois, donc, ce fameux terme de neijuan, c'est-à-dire elle montre des signes de burn-out, comme on dit en bon français, et de stagnation, accompagnée de fortes tentations de se coucher, de se mettre à plat. Ici, vous avez quelqu'un qui est dans cette position caractéristique. On voit que pour essayer d'oublier les soucis, il recourt à la bouteille et au tabac. Et c'est quand même une image que vous voyez sur le site Zhihu, qui est un site chinois un petit peu équivalent de Wikipédia. Donc c'est pas non plus quelque chose de complètement marginal ou alternatif. Et donc nous avons déjà vu plusieurs fois cette posture d'affalement incarnée par cet acteur et dont nous avons de multiples reproductions avec cette question qui apparaît à côté du dessin. Donc, vous voulez que je me lève? C'est-à-dire, de toute façon, dans cette vie, c'est plus possible. Donc là, moi, je suis comme ça, je suis couché et je peux plus me relever. Alors, ce phénomène est tel qu'il a attiré l'attention et les analyses d'anthropologues et de sociologues de renom, comme les professeurs Xiang Biao, que vous connaissez maintenant, et Sun Liping, que vous avez ici. Alors, Xiang Biao, je rappelle parce que ce sont des données qui vont être intéressantes pour nous. Il est né en 1972, et Sun Liping en 1955. Il est légèrement plus âgé.
Alors, Xiang Biao, lui, décrit, je vous le rappelle, le Neijuan, c'est-à-dire donc ce phénomène d'involution, comme ce qu'il appelle le syndrome du dernier bus, c'est-à-dire le fait d'être tout le temps en train de courir par peur de rater le dernier bus. Et Xiang Biao nous dit qu'en réalité, il le dit carrément et brutalement, que en fait le dernier bus est déjà passé. Et Sun Liping, nous le voyions la dernière fois, s'intéresse au phénomène connexe du tramping, c'est-à-dire donc de rester couché, dans un texte qu'il a posté sur WeChat, WeChat qui est maintenant devenu un peu le seul espace d'expression des intellectuels et universitaires chinois. Et ce texte a suscité de très nombreux commentaires et réactions qui témoignent d'un grand, passez-moi l'expression, d'un grand ras-le-bol. Et même, aussi incroyable que ça puisse paraître dans la Chine d'aujourd'hui, ces réactions témoignent d'une certaine révolte contre la façon dont la société chinoise est gérée. Alors, je vais vous donner quelques exemples enfin, de ces commentaires et vous verrez qu'il y a quelquefois un peu plus même que de la résistance passive. Alors, bien sûr, ces commentaires se gardent bien de s'en prendre directement au pouvoir en place, mais quand même, on voit très bien qui est visé là-dedans. Alors, vous avez quelqu'un qui vous dit que l'essence de ce rester couché, de ce tramping, c'est une prise de position vis-à-vis de la justice sociale, c'est-à-dire l'idée que face à autant d'injustices dans le monde du travail d'aujourd'hui, vous avez le sentiment que vous ne pouvez rien y changer et que vous avez beau pédaler toujours plus fort, faire toujours plus d'efforts, vous finissez toujours par vous rendre compte que vous brassez de l'air, que ça ne sert absolument à rien, et que finalement, ça vaut peut-être mieux de laisser tomber complètement, ce qui déjà vous permet d'épargner à la fois de l'argent et de l'énergie. Alors, un autre internaute dit ceci, il dit que j'ai le sentiment que ce phénomène du rester couché signifie que la manière de penser des jeunes aujourd'hui en Chine est en train de changer et qu'ils sont en train de revenir sur leur obéissance aveugle à l'idée du consumérisme. Et ça signifie aussi, en fait, rompre avec ce consumérisme soutenu encouragé par le capital, par le système capitaliste, et ça signifie abandonner justement les façons habituelles de penser, notamment avec les idées de la vieille génération à propos de l'ascension sociale et de la lutte, de la compétition pour l'acquisition immobilière. En bref, c'est une pensée de libération pour toute la société, c'est un tournant. Donc là, vous avez un internaute qui vous dit, qui sent que là, il y a un tournant dans la société chinoise. Et il nous dit, il parle en particulier justement de cette lutte pour l'ascension sociale, mais aussi de cette compétition permanente pour la propriété immobilière. Et alors, ça, c'est incroyable. Je vous dis, on est constamment confronté aux faits. Mais littéralement, juste avant de venir ici, je reçois un courrier électronique
d'un parent de la famille de mon mari défunt, donc qui m'écrit de Chine pour me dire que la maison ancestrale près de Shanghai est menacée de démolition et donc ça provoque en fait des disputes à l'intérieur de la famille pour se répartir donc le fruit de cette démolition et de la vente de ce bien. Et donc ce cousin me demande si j'ai envie d'être comment dire, d'être mêlé justement à ces disputes judiciaires ou non. Bon, alors je vous laisse deviner la réponse que je vais lui faire. Hein. Bon, mais toujours est-il que là, vous avez vraiment quelque chose qui est de l'ordre du quotidien justement de ces Chinois qui pédalent comme des hamsters à l'intérieur de leur cage. Hein. Un autre internaute vous dit encore que le fait que les jeunes sont tentés de se coucher a plutôt quelque chose à voir avec de la résistance. Ils n'ont plus envie de se tuer au travail, à faire des heures supplémentaires, à vouloir gagner toujours plus d'argent, à acheter des maisons, à acheter des voitures, à avoir des enfants, hein, toutes choses que tout le monde veut, hein, tous les autres gens veulent. Hein. En fait, tout un chacun devrait être en mesure de choisir sa propre forme de liberté. Et par conséquent, je suis tout à fait d'accord avec ce que j'ai entendu une jeune personne dire l'autre jour sur une vidéo. Hein, faites ce que vous aimez, menez votre propre vie. Hein, ça, en réalité, ça n'est pas se coucher, c'est au contraire se mettre debout. Alors, autre commentaire qui va nous intéresser de plus près et qui dit ceci. Alors, dans les années 1980, la raison pour laquelle tout le monde s'agitait et toute la société en masse s'efforçait d'avancer, de progresser, avait pour cause justement le fait que disons, on avait l'impression que le meilleur, le luxe, n'était pas complètement hors de portée. Les gens ordinaires avaient l'impression d'avoir des opportunités et tout le monde pensait qu'il aurait un avenir plus brillant, plus lumineux. Alors que maintenant, c'est-à-dire sous-entendu une bonne génération plus tard, même acheter une maison, encore ça revient, cette obsession, même acheter une maison est hors de portée. Et on a le sentiment que les avantages ou les profits de la croissance économique n'arrivent pas jusqu'à nous. Alors donc, pourquoi est-ce qu'on devrait se fatiguer, hein, s'abîmer la santé, s'exploiter soi-même pour contribuer au PIB. Le PIB qui veut dire le produit intérieur brut, hein, dont évidemment le gouvernement chinois se vante bien sûr d'avoir un PIB toujours en croissance. Donc là, vous avez quelque chose qui est relativement précis, hein, c'est-à-dire pourquoi est-ce que en tant que citoyen chinois, je devrais me fatiguer, hein, muser la santé pour en fait faire uniquement faire monter les chiffres du PIB. Hein. Bon. Et un autre vous dit, on a ici une forme assez intéressante de critique
il emploie ce mot. Certes, le fait de rester couché semble n'être pas tellement plus que de se mettre à l'abri des coups qu'on peut prendre dans la vie. Si comment dire, le sens du travailler dur dans la société est simplement cette pression qui augmente sur vous et que votre seul espoir dans la vie, c'est d'arriver simplement à payer vos dettes. Donc, dans ces cas-là, le rester couché est une forme de résistance légitime. Alors, donc là, vous voyez que nous avons l'expression en fait d'un véritable malaise dans la société chinoise, émanant, comme le dit Sun Liping, essentiellement justement de ces gens des classes moyennes, parce qu'il est évident que les gens qui sont tout en bas de l'échelle sociale, qui triment à longueur de journée à pédaler pour l'équivalent de Uber Eats et tout ça, enfin, ils n'ont pas le temps d'envoyer des chats sur Internet. Bon. Donc là, vous voyez que ça concerne vraiment cette classe moyenne qui nous dit aussi, à travers la voix de cet autre internaute, que l'ère de la croissance à haute vitesse est en train d'arriver à sa fin. Et que, justement, les récits des vies à succès, c'est-à-dire donc de devenir riche du jour au lendemain, est devenu impossible, et que ce phénomène du rester couché est certainement une façon de se donner le temps de réfléchir à ça. Cet internaute pose la question très frontalement, donc, où est-ce que va nous mener la prochaine fièvre sur les marchés des actions, est-ce que nous ne devrions pas réfléchir un bon coup à cette situation? Et il continue en disant « Notre vie est devenue, enfin, elle ressemble de plus en plus au Gaokao, c'est-à-dire donc à cet examen d'entrée à l'université dont je vous parlais, qui est extrêmement compétitif, où cet internaute dit tout le monde se bagarre pour arriver à passer sur le même pont, très étroit. Nous devrions expérimenter d'autres formes d'éducation qui nous permettraient disons, d'enrichir et de diversifier notre vie et notre esprit. Il emploie ce mot « esprit ». Et nous ne devrions pas nous laisser emporter par le courant, on pourrait dire en anglais de mainstream, et nous devrions cesser en fait de courir constamment derrière les possessions matérielles. Nos ancêtres nous ont déjà avertis sur ce danger et ils nous ont dit de façon répétée que l'idéal à poursuivre est celui d'une société dans laquelle la vie d'un individu est spirituellement riche et saine. Donc là, vous voyez qu'il y a quand même dans cette société chinoise qu'on peut percevoir comme un petit peu aliénée, vous voyez qu'il y a quand même enfin des gens qui non seulement se disent stop, il faudrait peut-être qu'on réfléchisse un peu, mais qui le disent publiquement. Et enfin, un autre internaute, et là je pense que je vais m'arrêter là, nous dit nous devrions même en fait permettre aux gens de rester couchés et même aller jusqu'à leur garantir le droit de rester couchés.
Ça, c'est du point de vue de la loi naturelle, parce que tout un chacun a le droit d'exister dans un état naturel, celui qui a précédé l'évolution de la civilisation. Et c'est là que nous retrouvons donc notre thème de l'année. Donc il a cette réflexion justement sur, il ou elle, cette réflexion sur ce que c'est que la civilisation et ce que cette soi-disant civilisation nous a apporté. Les gens sont en mesure de choisir de coopérer, de se bagarrer ensemble, de progresser ensemble, mais ils ont aussi la possibilité de choisir le droit de ne pas coopérer ou de se laisser vivre. Et il ou elle continue en disant avant l'apparition de la civilisation, alors là c'est une vision un petit peu romantique de la pré-civilisation, les gens étaient comme des animaux et ils se promenaient tout nus en faisant ce qu'ils voulaient, ce qui leur plaisait, sans avoir besoin d'être contraints de quelque façon par quelqu'un d'autre. Bon, là, j'aime mieux vous dire, il faudrait demander son avis à Néandertal, mais je ne pense pas que c'est exactement ça. Mais enfin, bon, c'est quand même assez significatif. Bon. Bien sûr, vous pouvez me dire que les humains ne sont pas des animaux et que les humains sont organisés en société et ont des idéaux. Mais je pose la question, qui a le pouvoir de dire aux autres gens quelle doit être la mission de leur vie et qui leur a donné ce pouvoir? La société humaine, depuis son origine, a eu deux styles d'organisation. Alors, un style implique de se mettre ensemble pour se tenir chaud, comme nous on fait dans l'amphi Navarre, de travailler ensemble pour une plus grande sécurité et pour accumuler donc des moyens de vivre. Et l'autre style d'organisation, c'est de menacer et de forcer les autres, de se forcer mutuellement, de se contraindre mutuellement. Si nous disons que seul le premier style est approprié, alors nous devrions garantir que si des gens ont envie de rester couchés, leurs besoins primordiaux, on va les prendre en charge et nous devrions donc respecter leur choix. Parce que avant qu'il y ait une civilisation, quand la vie est apparue, des gens comme ça avaient le droit justement à leur espace, leur atmosphère, leurs ressources, et nous ne pouvons pas leur enlever ces droits parce que nous, prétendument, avons besoin de construire une soi-disant société civilisée. Mais si nous pensons que c'est la deuxième forme d'organisation qui est nécessaire, alors nous devrions arrêter de nous considérer comme civilisés. Bien. Bon, eh bien, écoutez, je trouve que tout ça, c'est finalement assez intéressant de voir ça sur les réseaux sociaux chinois. Alors, c'est ça qui amène justement nos anthropologues, sociologues, les professeurs Xiang Biao, Sun Liping, à tirer la sonnette d'alarme sur les dangers d'un développement à marche forcée et à n'importe quel prix,
et sur le risque même que l'économie chinoise en surchauffe ne soit ni soutenable ni durable. Xiang Biao, lui, n'hésite pas à parler d'une gyroéconomie, c'est-à-dire d'une économie qui tourne à toute vitesse comme un gyroscope. Alors un gyroscope, c'est cet instrument, donc vous le voyez, quand il tourne très vite, il reste en équilibre, et même on peut le faire tenir en équilibre sur une pointe, hein, donc il reste bon. Ou bien, bon, enfin c'est un petit peu un modèle plus simple, une toupie, hein, bon. Mais alors le problème du gyroscope, c'est que quand il perd de la vitesse, il court le risque de perdre tout contrôle et de déraper ou d'aller percuter donc de plein fouet le premier obstacle qu'il rencontre. Or, le gyroscope de l'économie chinoise donc, donne effectivement des signes de ralentissement, non seulement à travers ce phénomène du rester couché, hein, qui touche les classes moyennes, mais aussi avec une autre forme de résistance passive, qu'est la résistance de ces mêmes classes moyennes à produire des enfants. Parce que je crois qu'en fait, on sait à peu près tous que les enfants, dans quelques pays que vous soyez, ça coûte cher. Ça coûte cher à élever et à éduquer, notamment dans le contexte hyper compétitif de la société chinoise actuelle, et aussi parce que la politique de l'enfant unique est désormais ancrée dans la norme sociale. Donc ici, vous avez en fait un système qui a décidé de manière autoritaire, unilatérale, top-down, comme on dit en anglais, hein, c'est-à-dire décision qui circule uniquement de haut en bas, d'imposer cette politique de l'enfant unique, et maintenant, ça, c'est en train de se retourner contre le système. Hein. Comme dirait le Lao Tzu, hein, n'importe quel coup que vous essayez de porter un adversaire, vous le reprenez dans la figure. Hein. C'est mécanique. Hein. Bon. Alors, ce manque à naître, comme on parle du manque à gagner, est en train de causer une chute brutale de la démographie chinoise et un rapide vieillissement de la population qui contribue également à contrarier la volonté du pouvoir en place de promouvoir l'innovation scientifique et technologique pour laquelle il a un besoin vital d'une population jeune. Bon. Alors, cette politique de l'enfant unique qui a été mise en place en 1979, c'est-à-dire tout juste au lendemain de la Révolution culturelle, et qui a été menée d'une main de fer, pour n'être levée qu'en 2015, après avoir duré donc 3 décennies et demie, autant dire plus d'une génération. En 2015, le gouvernement chinois a décidé tout d'un coup d'encourager les couples à produire 2 enfants, et même en juin dernier, pas plus tard que juin dernier, on est passé à 3 enfants. Donc vous êtes encouragés, s'il vous plaît, messieurs et mesdames, à produire 3 enfants, mais c'est resté absolument sans effet. Bien au contraire, l'annonce de cette nouvelle politique de 3 enfants a été accueillie sur les réseaux sociaux, toujours les mêmes, avec scepticisme, le mot est faible, puisque les internautes se demandent comment les jeunes couples qui ont déjà du mal à joindre les 2 bouts et même à se loger, vont pouvoir se débrouiller pour entretenir 3 enfants. Hein, bon. Et notamment aussi comment les femmes vont pouvoir concilier cette nouvelle directive avec une vie professionnelle. Hein, bon, sans aucune, évidemment... alors évidemment, l'État promet monts et merveilles, bon, des aides, etc. Mais là, encore une fois, la société chinoise urbaine, en tout cas,
maintenant s'est habitué justement à, disons, des couples avec un seul enfant ou même sans enfant du tout. Hein. Bon. Et ça a été, comment dire, entré dans les crânes des Chinois, hein, à force d'une politique, comme je le disais tout à l'heure, extrêmement brutale et coercitive, hein, que vous pouvez voir dans des films comme celui-ci. Peut-être certains d'entre vous l'ont vu. C'est un film de 2019 de Wang Xiaoshuai, qui s'intitule en anglais « So long, my son », hein, c'est-à-dire « À bientôt, mon fils », qui est évidemment enfin, une formule un petit peu ironique parce que c'est l'histoire justement de parents qui, eux, ont un désir d'enfant et qui perdent l'enfant unique qu'ils ont. Hein. Donc ce film retrace justement en fait, la vie la tragédie de ce couple pendant cette période de la politique de l'enfant unique. Et un autre film que je vous recommanderais également, qui date, lui, de 2014, hein, donc qui a été tourné avant même, justement, le relâchement, enfin, la libéralisation de cette politique de l'enfant unique, par un jeune réalisateur qui s'appelle Zhao Dayong, et qui l'a tourné totalement sur ses propres deniers, hein, parce qu'il ne voulait absolument pas en fait s'exposer à la censure chinoise, donc ça n'a pas pu être montré en Chine. Il a obtenu, je crois, un ours d'or à Berlin. Et je pense que c'est intéressant de voir un petit peu ce que ce réalisateur dit justement sur son film. Dans une interview qu'il a donnée à Rue 89, et qui lui demande, enfin cette interview lui demande quel a été l'élément déclencheur de la création de ce film, qui concerne le contrôle forcé des naissances pendant cette période de l'enfant unique. Il dit ceci, hein, ça remonte à l'un de mes premiers souvenirs quand j'avais 3 ou 4 ans. Donc, Zhao Dayong est né en 1970, hein, donc il avait 3 ou 4 ans au moment de la Révolution culturelle. Et dans le film, il dit on voit un camion qui emmène un groupe de femmes qui doivent subir un avortement forcé. Bon, alors, je dois dire que la vision enfin, d'un groupe de personnes qu'on emmène comme ça dans un camion, bon, ça évoque d'autres souvenirs assez pénibles. Hein. Bon. Alors, le réalisateur continue en disant « C'est quelque chose dont je me souviens parfaitement. J'ai vu une telle scène, hein, bien qu'il fût très petit à ce moment-là, un camion de couleur vert militaire avec un groupe de femmes debout à l'arrière, emmenées à l'hôpital pour avorter. Et il y avait ma mère parmi ces femmes. » Et alors, le plus terrible, c'est ce qui suit. Hein. Ce n'était pas forcément une scène horrible à voir, car plusieurs de ces femmes n'exprimaient aucune tristesse. Elles étaient complètement résignées. Hein. Mais c'est un souvenir qui est resté gravé dans ma mémoire. Cette politique visant à réduire la natalité est devenue quelque chose de normal en Chine. On vit avec, et personne ne s'y oppose véritablement parce que la propagande a enraciné l'idée que la politique est décidée en haut et que tout le monde doit s'y plier. On nous a dit pendant des décennies « Nous faisons trop d'enfants, pour avoir une vie meilleure, il faut limiter le nombre d'enfants. » Tout le monde l'a accepté, mais moi, j'ai trouvé ça cruel. Mais le fait que tout un groupe humain, c'est-à-dire en fait toute la société chinoise en réalité, hein, plus d'1 milliard de personnes, trouve ça normal, fait peur. C'est triste, et c'est ça qui m'a intéressée et qui m'a amenée donc
à faire ce film. Donc, vous voyez à travers tous ces témoignages qu'il y a quand même une certaine lucidité sur l'état de cette société chinoise et la façon dont elle est gérée. En réalité, l'ennui pour un pouvoir aussi volontariste et autoritaire que le pouvoir chinois, c'est que même avec tous les moyens de coercition dont il dispose, il ne peut pas contraindre les gens ni à rester debout, ni à faire des enfants. C'est ça l'ironie tragique de la chose, c'est qu'au fond, c'était plus facile de les empêcher d'en faire que de les forcer à en faire, vous comprenez. Bon. Alors, quelquefois, on se prend à imaginer que les chefs d'État des pays considérés comme démocratiques, comme notre beau pays, doivent de temps en temps envier les régimes dictatoriaux qui n'ont pas besoin de l'approbation de qui que ce soit pour faire passer des mesures impopulaires, puisqu'ils ne dépendent pas d'un électorat pour prendre leurs décisions. Bon, aucune allusion, n'est-ce pas, à l'actualité. Bon. Mais le revers de la médaille pour les dictatures, c'est précisément dans le fait que tout se décide en haut et que le pouvoir et les décisions ne circulent que du haut vers le bas et jamais l'inverse. Et nous avons vu que dans ce type de régime, il reste un moyen pour le corps social, c'est de faire de la résistance passive. Alors, un exemple assez comique pour ceux qui, comme nous, l'observent de l'extérieur, mais pas nécessairement très drôle pour ceux qui le subissent à l'intérieur, c'est l'effort considérable fourni par l'État parti chinois, puisque, comme vous savez, donc l'État chinois, c'est le Parti communiste chinois, son effort titanesque pour redynamiser la jeunesse, pour la forcer non seulement à tenir et rester debout, mais, comme on dit vulgairement, à se bouger et même à se remasculiniser. Et à terme, c'est un effort qui vise en fait à militariser toute la société chinoise et très littéralement à la mettre au pas. Alors, donc, à la suite de cette politique de l'enfant unique, nous avons une génération, voire plusieurs, d'enfants uniques, pourrigatés par leurs parents et grands-parents, donc 2 grands-parents de chaque côté, ça fait donc que chaque enfant est entouré et protégé par au moins 6 adultes. Il a au-dessus de la tête donc 6 adultes. C'est précisément donc cette génération des millennials dont nous parlions la semaine dernière, donc celle qui est née au fond entre les années 1980 et les années 2000, et c'est celle qui actuellement est en train d'engendrer la génération des enfants et adolescents d'aujourd'hui. Or, parmi les jeunes de cette génération, et notamment les jeunes garçons, qui sont fans de K-pop, de pop coréenne, là vous avez un groupe assez caractéristique, c'est devenu très à la mode, évidemment, d'entretenir des critères de beauté, de raffinement, qui sont jugés beaucoup trop féminins par leurs aînés et quelquefois par leurs pères, PAIRS. Alors, vous avez actuellement, on parle beaucoup chez nous de harcèlement scolaire, mais en Chine, le harcèlement scolaire concerne en particulier justement des garçons que leurs camarades jugent un peu trop féminins ou efféminés, et ils subissent des remarques humiliantes et ostracisantes
ils se font volontiers traiter de filles, on les appelle des niang. Et vous avez cet idéal, alors justement, du jeune premier, qu'on appelle en chinois, dans le chinois un peu familier, donc xiao xianrou, c'est-à-dire donc des petits bouts de viande fraîche. Et qui me rappelle une expression un peu plus ancienne. À mon époque, on parlait plutôt de naïo xiaosheng, c'est-à-dire donc de petits messieurs à la crème. Donc, alors, heureusement, des activistes de la remasculinisation, parce que là, j'aime mieux vous dire, bon, vous avez cet idéal, et alors le pouvoir en place est tellement allergique à ces critères de beauté qu'il floute systématiquement, en fait, justement, ces jeunes gens qui portent des boucles d'oreilles. Donc, il floute les boucles d'oreilles pour que ça ne donne pas de mauvaises idées donc aux jeunes citoyens chinois, parce qu'évidemment, ce qu'on veut, c'est ça, c'est-à-dire, voilà, donc, alors là, évidemment, il faut prendre des mesures assez draconiennes. Et alors, heureusement que nous avons des lieux comme celui-ci, où là, vous avez en fait un camp, c'est le mot qui est employé, un camp d'entraînement pour Nanzihan, c'est-à-dire pour vrais... passez-moi l'expression, des vrais mecs ou des mâles alpha, pour justement essayer de remasculiniser un petit peu tout ça. Alors, c'est ce monsieur que vous voyez à l'image, qui s'appelle Tang Haiyan, qui a créé en 2012 ce camp d'entraînement, où il prend en charge, naturellement pour une somme assez conséquente, c'est quand même payant, des garçons âgés de 6 à 10 ans à peu près, et qui se fait fort d'en faire des hommes, des vrais. Bon. Alors, on sera charmé d'apprendre que son camp est animé par d'anciens militaires, tous des hommes, bien entendu. Et une fois que ces jeunes garçons sont envoyés dans ce camp, ils doivent couper les ponts avec leurs parents. Donc, interdiction de les voir ou même de leur parler au téléphone pendant toute la durée de l'entraînement. Parce que, évidemment, ce qui est mis en cause, ce sont essentiellement les mères qui sont surprotectrices, des mères poules. Et donc, vous avez ces jeunes garçons qui portent des bandeaux qui rappellent étrangement les bandeaux que portaient les soldats japonais avec marqué kamikaze dessus. Bon, alors ici, c'est pas kamikaze, c'est Nanzihan. Donc là, vous voyez, ils font de gros efforts pour s'encourager eux-mêmes en hurlant très fort. Vous avez celui-ci qui hurle tellement fort qu'il doit se boucher les oreilles. Là, bien sûr, donc, on en fait tous des petits Bruce Lee. C'est heureusement que la Chine a inventé les arts martiaux. Vous voyez, ici, on est dans l'hiver de Pékin. Alors là, donc, vous voyez que ça a un caractère très nettement militaire. J'ai une vague empathie pour le garçon que vous voyez au premier rang avec des lunettes. Donc, c'est l'intellectuel de service qui n'a pas l'air de s'amuser beaucoup. Son camarade à côté a l'air aussi de ne pas être absolument ravi d'être là, mais enfin bon, c'est... et là, là, vous avez justement l'enfant unique gâté pourri qui fait exactement ce qui n'est pas toléré dans ce camp, c'est de se plaindre d'avoir reçu un coup sur le nez. Alors, ça se fait pas quand on est un vrai Nanzihan. Et ici, vous voyez un petit peu, donc... ce jeune garçon à qui on a dit sûrement de sourire parce qu'il était filmé, parce que là, vous voyez, nous sommes dans l'hiver de Pékin, donc les températures peuvent descendre en dessous de moins 10 degrés. Vous voyez comment les parents sont habillés. Et ce jeune garçon, donc, est pratiquement nu. Et vous voyez qu'il y a encore des efforts à faire
pour réduire la petite bedaine qu'il doit au fait d'être surnourri par sa maman. Hein. Donc, tout ça vous montre quand même quelque chose d'assez... alors voilà, le résultat qu'on veut obtenir, hein, c'est en quelque sorte avant et après, hein, donc c'est ça le résultat qu'on veut obtenir. Et alors moi, ça m'amuse d'autant plus que je me remets toujours en mémoire ce premier verset du chapitre 61 du Laozi qu'on avait lu ensemble, hein, ce qui fait un grand pays, c'est qu'il est le féminin du monde. Hein, et je crois que manifestement, M. Trang Haien ne connaît pas ces classiques. Hein, donc, alors, il s'agit là d'une initiative privée, hein, qui a été prise par un particulier, on pourrait dire, hein, puisque c'est en plus quelqu'un qui... c'est son fonds de commerce. Hein. Mais ce qui est un peu plus préoccupant, c'est qu'à une échelle plus large et déterminée par toujours le même État parti, hein, tous les étudiants qui entrent à l'université, garçons et filles, hein, tout juste après être passés par l'épreuve du Gaokao, hein, et avant d'entamer leur première année d'études, doivent se soumettre eux aussi à un entraînement militaire, hein, sous la houlette de militaires de métier. Comme vous le voyez ici, hein, donc là aussi, vous voyez donc dans les rangs de ces étudiants, hein, beaucoup de gens qui portent des lunettes. Hein, donc, moi, je les ai vus de très près, hein, ces étudiants, quand j'étais à Fudan, à Shanghai. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'on les voit donc alignés en rang d'oignons. Hein, et alors, quand l'instructeur ne regarde pas, ils sont là sur leur smartphone. Hein, donc ça montre qu'ils ne se sentent pas exactement impliqués dans l'exercice, mais n'empêche que cet entraînement est obligatoire. Hein, et si vous refusez de vous y soumettre, vous ne pouvez tout simplement pas poursuivre vos études à l'université. Hein, donc voilà, alors là, c'est la meilleure façon de vous persuader de passer par ces fourches codines. Alors là, je vous informe tout de suite qu'on peut se procurer le treillis, hein, spécial ici sur la plateforme d'Alibaba. Hein. C'est très élégant, et c'est vraiment un uniforme spécial étudiant. Hein, c'est pas l'uniforme des troufions ordinaires. Hein. Et ça aboutit donc finalement à ce que j'ai annoncé tout à l'heure, c'est-à-dire une mise au pas de la jeunesse et finalement de toute la société chinoise. Ici, vous avez une image de propagande, hein, que les gens voient au quotidien partout dans le métro, etc. Hein. Alors, on est en droit de penser, je ne sais pas si vous partagez cet avis, mais enfin, que comme idéal sociétal et civilisationnel, il y a peut-être mieux, hein, et surtout plus imaginatif. Mais quand on pense que la notion même de civilisation est décrétée par un organisme d'État, hein, alors je crains très fort qu'il n'y ait pas grand-chose à imaginer. Hein. Alors, je vous montre ici à l'image, et je finirai là-dessus, une sorte d'organigramme qui vous montre tous les départements qui sont placés directement sous l'autorité du comité central du Parti communiste chinois. Donc vous avez toute la liste. Alors on va évidemment pas regarder toutes les lignes, ce serait trop long, mais j'ai quand même surligné celles qui me paraissaient, disons, les plus intéressantes du point de vue de la civilisation. Alors, en quatrième ligne, vous avez le service de la propagande.
En anglais, il traduit ça par Publicity Department. Ce n'est pas le département de la publicité, c'est le département de la propagande, le Xuanchuanbu. Ensuite, tout juste en dessous, vous avez le département du Front uni. Alors, le Front uni, c'est quelque chose justement qui a à voir avec le département précédent de la propagande, et qui actuellement est en train, justement, à travers divers canaux, d'infiltrer, de pénétrer, en fait, dans les pays occidentaux. Vous avez un rapport extrêmement détaillé, très très bien fait, de l'IRSEM à ce sujet, sur le travail de ce front uni, donc en France, c'est-à-dire ça peut passer par des formes d'espionnage scientifique et technologique, ça peut passer aussi par le noyautage des universités, etc. Bon. Alors, un peu plus bas, j'ai surligné en jaune également un bureau, un Bankongshi, qui s'occupe spécifiquement de Taïwan. Donc, vous voyez que Taïwan occupe une place importante donc, dans les préoccupations donc, du comité central. Et puis, au milieu de l'image, vous avez les instances qui nous intéressent le plus en l'occurrence. Vous avez un comité qui s'occupe de guider le progrès du Jingshen, Jingshen, c'est-à-dire de l'esprit, et du Wenming, c'est-à-dire de la civilisation. Et en dessous, donc, vous avez un Bankongshi, donc un bureau, qui s'occupe spécifiquement de ça, c'est-à-dire donc de guider l'édification de la vie de l'esprit et de la civilisation. Donc là, on est quand même rassuré parce qu'on est en de bonnes mains. Le parti s'occupe justement en fait de la construction de la civilisation dans la société chinoise. Donc tout va bien. Mais on a bien vu que justement avec cette structure extrêmement top-down, les citoyens chinois arrivent quand même à faire remonter certaines choses par les canaux que sont en particulier donc, les réseaux sociaux. Bien, nous continuerons là-dessus la prochaine fois avec des grandes voix publiques, des intellectuels publics, parce qu'il y en a très peu, mais il y en a, et donc je pense que ce sera intéressant de les entendre. Merci et à bientôt.